Farmu, qui est directeur de recherche au CNRS, qui travaille dans le laboratoire de sciences cognitives et de psycholinguistique à Paris, à l'ENS de Paris aussi, et qui est membre du conseil scientifique de l'éducation nationale. Voilà, rien que ça. Avant de lui laisser la parole, je vais aussi remercier l'association du Rasoir Doc qui nous fait la captation vidéo ce soir. C'est une association de zététique à Toulouse qui se réunit régulièrement à l'heure et café. Merci Valentin, merci à l'association Incognu pour l'invitation et bonsoir à toutes et à tous. Et je vous prie de m'excuser pour le léger retard dû à des incidents de TER ce soir. Mais voilà, nous sommes là et donc on peut démarrer. Alors, info et intox sur l'intelligence, un titre un petit peu provocateur. Pourquoi est-ce que j'ai conçu cette conférence il y a quelques années? Parce que finalement je me suis rendu compte au fil du temps qu'à chaque fois que je prononçais le mot intelligence quelque part, il y avait tout de suite un cortège de gens qui arrivaient et qui m'expliquaient mais comment, vous savez pas, mais l'intelligence c'est n'importe quoi, et puis au fait les tests ça mesure rien, et puis etc. Et donc je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des idées très tranchées sur le sujet de l'intelligence, alors que malgré tout finalement ils avaient rarement des connaissances sur comment on définit l'intelligence, comment on la mesure, quels sont les résultats de 100 ans de recherche sur l'intelligence. Et donc je me suis dit peut-être que finalement ce serait pas mal d'essayer d'informer un petit peu sur le sujet et on va voir, peut-être que vous êtes vous-même arrivé avec des idées préconçues sur l'intelligence et qu'on va en défaire quelques-unes. On va voir. Donc du coup voici les sujets que j'ai prévu d'aborder ce soir. Donc on va démarrer par des questions évidemment de définition et puis on va répondre à un certain nombre de critiques hyper classiques. Et puis après, on va aborder des sujets un petit peu plus ou moins controversés sur l'intelligence. Voilà, je ne sais pas si j'arriverai à traiter tous les points, mais c'est pas grave, on va essayer de se tenir à 1 heure. Et puis si vous voulez qu'on en aborde plus, on le fera. Ok, c'est parti. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? L'intelligence, si on fait un micro-trottoir ou si on interroge les gens ici, on va avoir un paquet de définitions différentes. Donc ça pourrait être la capacité à faire des raisonnements abstraits, la capacité à s'adapter à des situations nouvelles, le fait d'avoir une grande culture, ou est-ce que l'intelligence c'est ce que mesurent les tests, etc. etc. Pourquoi on a toutes ces définitions? Parce que l'intelligence c'est avant tout un mot du langage courant. D'accord? C'est dans le dictionnaire, et puis tout le monde a une certaine idée intuitive de ce que c'est l'intelligence des autres. Mais du coup, ça ne fait pas une définition scientifique. En fait, quand on étudie le monde d'une manière scientifique, on réutilise souvent des mots qui existent déjà dans le langage courant, mais souvent on leur redonne une définition qui est beaucoup plus précise, beaucoup plus technique. Et on a fait ça dans toutes les sciences, hein. Ça a été fait en physique, les concepts de force, de température, etc. ont été redéfinis d'une manière qui ne correspond pas forcément au sens que vous utilisez dans la vie de tous les jours. Et bien en psychologie, c'est pareil, on essaye de comprendre comment l'être humain fonctionne, et on est amené aussi à définir des concepts très précis, très opérationnalisés, et parfois en redéfinissant des mots du langage courant. Donc c'est le cas pour la notion d'intelligence. Alors je vous en donne une autre définition qui, on va dire, je pense, est la définition de référence pour les chercheurs en psychologie. C'est celle qu'a donnée Linda Gottfredson et ses collègues en 1997 dans un article très connu qui essayait de faire vraiment le point sur les connaissances établies sur l'intelligence. Et donc, elle a proposé la définition suivante, que c'est une capacité mentale très générale qui implique, entre autres, la capacité à raisonner, planifier, résoudre des problèmes, penser de manière abstraite, comprendre des idées complexes, apprendre rapidement et apprendre de ses expériences. Donc, vous voyez déjà, c'est pas une seule chose, c'est déjà beaucoup de choses. Alors, voilà, est-ce qu'il faut graver cette définition de l'intelligence une fois pour toutes dans le marbre? Pas forcément. Effectivement, si on veut donner ce genre de définition de l'intelligence, c'en est une très bonne, mais en même temps, ça n'est qu'une version un petit peu scientifiquement élaborée des versions du langage courant. C'est essayer de définir un petit peu plus précisément les fonctions qu'on a dans notre cerveau qui nous rendent capables de faire un certain nombre de choses. C'est pas
voilà, c'est une bonne définition, c'est pas forcément la seule. Je vais vous en présenter une autre manière de définir l'intelligence, qui finalement part des travaux qui ont un peu plus d'un siècle maintenant, qui ont même 120 ans cette année. C'est les travaux de Charles Spearman, un psychologue britannique, qui est le premier en fait à avoir défini cette notion d'intelligence générale. Et alors comment il avait fait? Eh bien, au départ, lui, donc vous voyez, 1904, c'était avant que Binet et Simon aient publié leur premier test d'intelligence pour l'enfant. Donc lui-même, Spearman, n'avait pas des tests d'intelligence à sa disposition, mais il avait commencé à travailler sur les résultats scolaires. Les résultats scolaires, donc des notes que les élèves avaient dans des écoles, et pas seulement, il leur a fait aussi passer quelques tests un petit peu différents, notamment des tests de discrimination auditive, des discriminations de ton. Et puis, c'était un statisticien, hein, c'est un des psychologues qui nous a légué un certain nombre de grands concepts statistiques, et donc il a commencé à faire des corrélations, et puis voilà, vous voyez ce tableau, ça vous donne les corrélations entre les notes des différentes matières. Et vous voyez, ce sont des nombres positifs, les corrélations, c'est des nombres qui vont de -1 à 1. Si c'était 1, ça serait parfaitement identique d'une matière à l'autre. Et vous voyez, on est dans les scores qui sont quand même proches de 1. Donc, ça veut dire que les notes dans toutes les matières sont corrélées positivement. Autrement dit, les élèves qui sont bons dans une matière ont tendance à être bons dans une autre matière. Et pareil pour les élèves qui sont faibles. Donc, c'est pas une règle absolue, mais voilà, c'est une corrélation. Par exemple, voilà, ce nuage de points illustre une corrélation de 0,68. Donc imaginez, vous avez les notes de français sur l'axe horizontal, les notes de maths sur l'axe vertical, et il y a une corrélation entre les deux. Évidemment, il peut y en avoir qui sont très bons en maths mais pas très bons en français, et vice-versa, mais la plupart du temps, les notes se correspondent. Et donc voilà, il a constaté ça, ces corrélations entre les différentes notes. Donc là, je vous montre sur 2 variables, par exemple les maths et le français. Vous voyez, lui, il avait ça sur 6 matières différentes. Et donc il faut imaginer la même chose, un grand nuage de points dans un espace à 6 dimensions. Et donc en fait, ce qu'il a fait, il a inventé un nouvel outil statistique qui s'appelle l'analyse factorielle et qui consiste à essayer de trouver les dimensions sur lesquelles l'essentiel de la variabilité se trouve. Et donc vous voyez sur cet espace à 2 dimensions, c'est assez facile, on voit qu'il y a un axe sur lequel la plupart des différences se trouvent, et donc si on fait un changement de repère et qu'on se situe sur cet axe, eh bien on va capturer l'essentiel des différences individuelles. Et donc maintenant vous imaginez, on fait la même chose en 6 dimensions ou en 6 dimensions, et c'est pareil, dans la mesure où les scores dans différentes matières ou dans différents domaines sont corrélés, eh bien on va pouvoir trouver une direction qui va capturer l'essentiel des différences individuelles. Donc voilà, donc c'est à la fois une découverte empirique, le fait qu'il y ait ces corrélations positives, et puis il y a eu l'invention d'un nouveau concept statistique. Ok. Et du coup, cette direction sur laquelle se situe l'essentiel des différences individuelles, on appelait ça le facteur G. Donc pour le redéfinir d'une manière un petit peu plus technique, le facteur G, c'est la part commune de la variabilité des scores dans toutes les matières, ou dans tous les tests, puisque ce que Spearman avait constaté à l'origine pour des matières scolaires, on le reconstate à nouveau pour des scores dans n'importe quel type de test. Et en gros, ce facteur G, qui capture la variance commune à tous ces tests, tous ces scores, eh bien c'est un peu l'équivalent d'une moyenne pondérée des scores que vous pouvez avoir dans tous les tests. Et en général, ça explique 30 à 50% de la variabilité entre individus dans tous les scores. Donc c'est quand même pas mal. Et du coup, comme c'est la part commune à la performance dans tous les tests, dans tous les domaines cognitifs, on a des bonnes raisons de vouloir appeler ça l'intelligence générale. Évidemment, c'est un choix, on aurait pu l'appeler autrement, mais finalement, définir l'intelligence comme étant ce qui semble être sous-jacent à la performance dans tous les domaines cognitifs, c'est pas mal. C'est en tout cas une proposition logique. Alors aujourd'hui, évidemment, on ne fait plus ça sur les tests scolaires, mais on fait ça avec des batteries de tests. Donc comment est-ce qu'on mesure l'intelligence? En général, on ne mesure pas l'intelligence à l'aide d'un test unique, parce que ça ne sonderait qu'une fonction cognitive, une composante de l'esprit humain, et ça serait insuffisant. Mais en général, on utilise toute une batterie de tests qui sont assez différents les uns des autres et qui ont été conçus pour sonder différentes fonctions cognitives. Donc là, je vous ai donné
la liste des tests qu'il y a dans la batterie de tests la plus classique au niveau international, qui est la batterie de Wechsler. Bon, je ne vais pas vous expliquer exactement ce que mesure chacun de ces tests, mais c'est ça l'idée, c'est d'échantillonner finalement toutes les fonctions cognitives de l'être humain. Et quand on fait ça, ça produit des scores, et on peut à nouveau faire comme Spearman et regarder les corrélations entre tous ces scores. Et vous voyez que ces corrélations, en gros, sont toutes positives. Donc on redécouvre au niveau des tests ce que Spearman avait découvert au niveau des matières scolaires, et donc ça légitime, donc ça rend possible l'extraction d'un facteur commun qui explique la part commune à toutes ces dimensions cognitives, et ça permet de le calculer, donc de calculer ce facteur G. Pour remontrer les choses sous une forme différente, vous voyez là, vous avez les scores dans tous ces tests, dans une quinzaine de tests, et on peut calculer le facteur G comme une espèce de moyenne pondérée de tous ces scores. Et en fait, on peut aussi extraire des facteurs intermédiaires, parce que finalement, à travers tous ces tests, il y en a certains qui corrèlent plus avec d'autres qu'avec encore d'autres. Okay, donc par exemple, typiquement tous les tests qui font appel au langage vont être plus corrélés les uns avec les autres que les tests qui font appel au langage et les tests qui font appel aux compétences visio-spatiales. Donc du coup, ça permet d'extraire des facteurs intermédiaires, donc par exemple un facteur de raisonnement, ou aussi ce qu'on appelle l'intelligence fluide, un facteur de compétences visio-spatiales, un facteur mémoire, un facteur de vitesse de traitement, et un facteur, bon ici c'est écrit vocabulaire, mais c'est en gros un facteur d'intelligence verbale, ou on appelle ça aussi intelligence cristallisée. Donc voilà, il y a beaucoup de fonctions cognitives qu'on peut mesurer avec plein de tests, elles sont ici en bas, et il y en a sans doute d'autres encore, mais on peut les regrouper ensemble pour définir des grands domaines cognitifs, et, excusez-moi, ces domaines cognitifs corrèlent encore entre eux, et du coup ça permet de définir ce facteur G, ce facteur commun. Donc voilà pour terminer nos définitions. Donc ces multiples corrélations positives entre les mesures des fonctions cognitives, c'est en fait une découverte empirique. Le monde aurait pu être différent, les performances dans les différentes fonctions cognitives auraient pu être totalement indépendantes les unes des autres, et si ça avait été le cas, on n'aurait pas pu définir cette notion d'intelligence générale. Mais c'est le cas, et ça a été répliqué des centaines de fois. Donc on peut définir ce facteur G, qui est le facteur commun à toutes les fonctions cognitives, et il paraît légitime de nommer ce facteur G l'intelligence générale. Et donc c'est ce qui donne à la notion d'intelligence une base scientifique. Mais évidemment, c'est peut-être pas exactement la même notion que l'intelligence, mot du langage courant que vous utilisez habituellement. Et ça peut ou ne pas être l'exacte correspondance de la définition qu'avait donnée Linda Gottfredson. Bon, ça semble à peu près bien correspondre, mais ça pourrait être différent aussi. Alors une fois qu'on a défini tout ça, donc aujourd'hui on dispose de batteries de tests, etc., on a tous les moyens pour bien quantifier le facteur G d'intelligence générale d'un individu. Donc maintenant, essayons de répondre un petit peu aux critiques les plus fréquentes. Donc souvent les gens me disent « Ah, mais c'est terrible le QI, on ne peut pas réduire l'être humain à un chiffre. » Alors, non, bien sûr, mais d'ailleurs c'est en général pas ce qu'on essaye de faire. Personne n'a vraiment envie de réduire l'être humain à un chiffre, c'est pas tellement le propos. Donc d'abord, comment est-ce qu'on arrive à un chiffre unique? Ben, comme je vous ai dit, on part quand même de scores dans des tests multiples, donc on a plus qu'un chiffre quand même au départ. Mais effectivement, par le calcul du facteur G, si on veut, on peut calculer un score unique qui représente le score d'intelligence générale. On peut aussi calculer 5 scores, par exemple, qui représentent la performance dans des domaines cognitifs distincts. Donc en fait, on a tout un éventail de scores à notre disposition, pas uniquement un. Mais si on en veut un, on peut en avoir un, qui est un résumé de tout, en quelque sorte. Donc du coup, est-ce que c'est réducteur d'extraire un nombre? Bien sûr, un nombre, ça contient moins d'informations que 10 nombres. On partait de 10 scores et on réduit tout à 1, une espèce de moyenne pondérée. Évidemment, ça contient moins d'informations. Donc dans ce sens-là, c'est réducteur. Là, vous voyez typiquement un compte-rendu d'une batterie de tests d'intelligence. Vous voyez les scores d'un individu dans tous les tests qu'il a passés. Et ça vous fait une espèce de petit profil cognitif. Et bien ce profil cognitif, il décrit la personne d'une manière beaucoup plus riche, évidemment, que la moyenne de tous ces scores. Donc,
En général, quand on a une bonne raison d'aller passer un test chez un psychologue, on passe toute la batterie et on se retrouve avec un profil cognitif comme celui-là, qui est évidemment riche d'informations et que le psychologue va utiliser pour interpréter et pour répondre aux questions qui se posent. Donc tous les scores participent à l'interprétation, évidemment. Donc, avoir tout ce profil, c'est plus informatif que d'avoir uniquement la moyenne de tous ces scores. Mais voilà, c'est réducteur dans ce sens-là, c'est ni plus ni moins réducteur que juste le fait de faire une moyenne. De ce point de vue-là, c'est à peu près la même chose que quand on fait la moyenne générale à l'école. On fait une moyenne générale et on pense qu'elle a quand même un sens, même si on sait bien que la même moyenne générale, pour certains, ça va être des bonnes notes en maths et des moins bonnes notes en français, et pour d'autres, ça va être le profil inverse, et pour d'autres, ça va être des notes moyennes dans les deux. Mais n'empêche que la moyenne générale dit quelque chose sur l'individu. Voilà, c'est pareil dans le domaine cognitif. Et donc, si vous avez une moyenne générale qui est là-haut, vous êtes une personne un peu différente de si vous avez une moyenne générale qui est ici en bas, malgré les différences de profil. Voilà, mais donc évidemment, en pratique, dans les usages légitimes des tests d'intelligence, rien n'oblige à se contenter d'un score unique. Et donc, dans la plupart des cas pratiques et cliniques en particulier, on ne va jamais se contenter d'un score unique. C'est souvent plutôt dans la recherche, en fait, que ça peut être intéressant d'avoir une seule variable qui décrit la personne pour mettre en lien avec d'autres, etc. On va en voir des exemples. Donc voilà, le facteur G, c'est quand même un score intéressant, on va le voir. Alors après, on parle souvent de QI, quotient intellectuel. Donc quand on parle de quotient intellectuel, de quoi on parle? Donc c'est une conversion du facteur G sur une autre échelle, sur une échelle qui est relative aux personnes de même pays et de même âge. D'accord? Donc au départ, on sort des scores de cette batterie de tests, sont des scores bruts, ce sont par exemple des nombres de réponses que vous avez répondu correctement divisé par le nombre de réponses totales. Et après, on peut comparer ça avec les scores que d'autres personnes ont eu au même test. Et en comparant ça, finalement, on teste une grande population dans chaque classe d'âge et dans chaque pays, et on établit une norme, une distribution des scores dans la population de chaque âge donné. Et à partir de là, on va regarder où votre score à vous se situe par rapport à la distribution des personnes de même âge. Et on va tout ramener ça sur une échelle unique. Donc par convention, on va dire que la moyenne de la distribution des scores de votre population de même âge, elle est à 100, et l'écart type est à 15. Donc la moyenne à 100, et l'écart type est à 15. Voilà, ce qui va permettre de tous se référer à la même échelle et de savoir, voilà, si on dit 100, si on dit vous avez un QI de 100, ça veut dire que vous avez pile le QI moyen de la population française de même âge. Si on vous dit que vous avez un QI de 115, ça veut dire que vous avez un score, un facteur G qui est un écart type au-dessus de la moyenne des Français de même âge. Autrement dit, il y a à peu près, que je ne dise pas de bêtises, 16% des Français qui ont un score supérieur à vous et 83% des Français qui ont un score inférieur à vous. Voilà, donc ça permet, cette conversion d'échelle, ça permet simplement de situer chacun par rapport à la population de même âge. Et c'est très utile pour plein d'applications, et notamment cliniques. Donc voilà, quand on évalue par exemple des troubles neurologiques ou des troubles psychiatriques, c'est important de savoir où la personne se situe par rapport à des personnes comparables. Voilà, on peut mettre, voilà, si vous êtes à 130, vous êtes 2 écarts types au-dessus de la moyenne de la population, et on va voir que c'est le seuil de ce qu'on appelle être surdoué ou avoir un haut QI ou un haut potentiel. Voilà, donc pour résumer, évidemment, un score de QI total, c'est nécessairement réducteur, mais c'est pas aussi réducteur qu'on l'imagine. Ça, c'est une certaine légitimité, du fait que les scores sont tous corrélés, donc il y a une part commune. Et évidemment, les résultats des tests de QI contiennent bien d'autres informations qui sont utiles au-delà du QI total. Alors ensuite, que répondre aux gens qui disent « bon, mais le QI, c'est n'importe quoi ». Alors normalement, après ce préambule, normalement, on pense déjà que le QI, c'est pas si n'importe quoi, mais évidemment, il peut y avoir plein de limites. Alors quand on dit que le QI, c'est n'importe quoi, en fait, ça vient dans plein de versions différentes. Là, j'ai fait une petite collection des critiques classiques. On entend que le QI n'est pas
fiables, qu'il suffit de s'entraîner pour augmenter son QI, donc c'est n'importe quoi, que les tests de QI sont biaisés, qu'en fait les intelligences sont multiples, ou que les tests d'intelligence ne mesurent qu'une partie de l'intelligence, que ça prédit rien d'utile, que en fait le plus important c'est la motivation ou la personnalité, qu'il y a mieux, il y a le quotient émotionnel, etc., etc. Donc on ne va pas forcément toutes les passer en vue, mais on va essayer d'en balayer quelques-unes. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la question de la fiabilité? La fiabilité d'une mesure, c'est est-ce qu'elle est stable? Est-ce que si vous êtes testé aujourd'hui et qu'on vous reteste dans une semaine, ou dans un mois, ou dans un an, vous obtiendrez à peu près le même score, ou pas? Eh bien, il se trouve que le QI est une mesure extrêmement stable. Donc, sur ce graphique, vous voyez là, donc on a fait passer à des enfants des tests, donc soit des tests d'intelligence, soit des tests de développement cognitif à différents âges. Donc vous voyez 5 mois ou 6 ans, 8 ans, etc. Et là, sur l'axe des Y, on a représenté la corrélation entre les scores obtenus à ces âges-là et un score de QI obtenu à l'âge de 20 ans, 26 ans même. J'aime bien, ouais. Et donc, vous voyez que la corrélation augmente avec l'âge. Donc, si vous essayez d'évaluer le développement cognitif chez un enfant de 5 mois ou de 10 mois, ben, en fait, ça ne va pas avoir une très forte corrélation avec l'intelligence mesurée à l'âge adulte. Mais vous voyez qu'à partir de 6 ans, la corrélation est de 0,6. Et donc là, ça commence à être une corrélation intéressante. Ça veut dire qu'à un intervalle de 20 ans, entre 6 ans et 26 ans, finalement, les scores de QI mesurés ne vont pas changer beaucoup. Donc ça, c'est quand même pas négligeable. C'est quand même une stabilité importante. Et là, je vous montre un autre graphique qui montre ici sur l'axe des X le QI mesuré à 11 ans, et là, le QI mesuré à 80 ans. Donc là, on est à 69 ans d'intervalle, et vous voyez qu'on a encore une corrélation très correcte. Même si, évidemment, dans toute corrélation, il y a des gens qui sont dans les coins, il y a des gens qui sont partis bas qui ont terminé haut, des gens qui sont partis haut qui ont terminé bas. Mais quand même, la plupart des gens ont conservé des scores très très proches de ceux qu'ils avaient à l'âge de 11 ans. Donc voilà, évidemment, il y a des accidents de la vie, il y a des gens qui, par exemple, vont avoir une lésion cérébrale et eux, ils vont perdre beaucoup en score de QI, donc par exemple des gens comme ça, sans doute. Et puis il y a des gens peut-être qui n'ont pas eu de chance au début de leur vie, qui ont été déscolarisés très tôt et qui plus tard ont eu des opportunités de se développer intellectuellement, etc. Ben, on va les retrouver plutôt par là ou par là. Voilà, donc ça c'est une belle mesure de fiabilité. En fait, si vous réfléchissez un petit peu, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on sait mesurer chez un être humain qui a ce genre de stabilité, à part la taille. Et pensez à d'autres propriétés, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Donc, c'est quand même une mesure extrêmement fiable. Alors, mais est-ce qu'on ne peut pas quand même biaiser les scores en s'entraînant un petit peu? Alors, évidemment, si vous passez les tests sur Internet, alors oui, je le dis en passant, les tests que vous voyez sur Internet ne sont pas des vrais tests d'intelligence. Ce sont des tests qui peuvent être inspirés de tests qui sont dans les batteries d'intelligence, mais en général, c'est un seul test, c'est pas toute une batterie. Et puis, surtout, ce qui manque à ces tests que vous passez sur Internet, c'est les normes, c'est la référence à la population de même âge, parce que évidemment les gens qui mettent des tests sur Internet, ils n'ont pas eu les moyens de tester des milliers de personnes pour établir la norme. Donc on vous donne des scores, on vous dit ah voilà ça vous place dans telle ou telle position, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Et évidemment les tests sur Internet, ben, vous pouvez les répéter autant de fois que vous voulez. Donc évidemment, vous pouvez vous entraîner à mort là-dessus, et si vous vous entraînez, forcément, vos scores vont augmenter. À la limite, vous pourriez même apprendre par cœur les réponses à toutes les questions, ça serait complètement débile, mais vous pouvez faire gonfler vos scores comme ça. Mais bon, voilà, ça n'a aucun intérêt. Si on regarde vraiment les effets d'entraînement sur les vraies batteries de tests, ça a été testé dans de nombreuses études. Vous voyez, on a une méta-analyse de plus de 100 études et plus de 100 000 personnes, et en gros, après entraînement et passation d'un deuxième test, vous pouvez augmenter votre score d'à peu près 4 points de QI, c'est-à-dire un quart d'écart type. Donc on peut augmenter un petit peu ces scores de QI en s'entraînant, mais en même temps on voit bien qu'on ne va pas passer de 100 à 130 non plus. Hein, donc le gain qu'on peut avoir en s'entraînant, dans la mesure où il y a tellement de questions qu'on ne peut pas toutes les apprendre par cœur, ça va pas être phénoménal. Bon, évidemment, faire ça n'a aucun intérêt. Et évidemment, le score que vous obtiendrez après entraînement ne reflète pas une augmentation de votre intelligence réelle, hein, et du coup, ça ne va pas se généraliser à d'autres situations dans la vie réelle.
Donc oui, c'est vrai qu'on peut s'entraîner un peu, mais en fait, finalement, ça ne va pas biaiser les scores autant qu'on imagine. Et surtout, si on fait ça, ben, en fait, on est en train d'utiliser un instrument de mesure en dehors de ses conditions d'utilisation. Et ça, c'est un peu idiot. Hein, donc on n'est pas censé s'en servir comme ça. C'est comme si vous prenez la température avec un thermomètre que vous exposez au soleil. Bon, ben là, la température que vous mesurez, ça peut être absolument n'importe quoi. Alors, les intelligences sont-elles multiples? Donc c'est ce qu'a proposé Howard Gardner, prof de psychologie à Harvard, il y a quelques décennies. Et il a proposé 8 intelligences qui sont montrées ici. Finalement, qu'est-ce qu'il a fait, Gardner? Il a un petit peu tordu le langage, parce que ce que vous voyez autour de ce cadran, ce sont des capacités cognitives, hein, qui sont parfaitement reconnues, enfin, identifiables, etc. L'intelligence verbale, une intelligence logique, une intelligence, enfin, des capacités d'analyse de la nature, si vous voulez, de connaissance de soi, capacité visuelle, talent musical, capacité motrice, etc. Très bien. Tout ça, c'est des capacités cognitives qui étaient déjà décrites avant Gardner et qui sont d'ailleurs, pour une partie, mesurées dans les batteries. Mais le fait d'avoir appelé ça des intelligences, ça, c'est une entourloupe en fait. C'est vraiment trompeur. Pourquoi est-ce qu'on appellerait intelligence des capacités cognitives individuelles? En plus de ça, la théorie de Gardner faisait l'hypothèse que ces différents types d'intelligence, entre guillemets, étaient indépendantes les unes des autres. Autrement dit, il faisait une hypothèse qui contredisait le facteur G. Mais en fait, il n'a fourni aucun moyen de mesurer les intelligences qu'il définit. Donc c'est vraiment des trucs qu'il a sortis du chapeau. Il a dit, bon ben voilà, je nomme 8 intelligences, mais je ne vous dis pas comment les mesurer, mais par contre je vous dis qu'elles ne sont pas corrélées et que ça contredit la théorie du facteur G et l'intelligence générale. Bon, c'est bien gentil, mais c'est quand même pas suffisant quand même pour établir une théorie scientifique. Alors ce que Gardner n'a pas fait lui-même, il y en a d'autres qui l'ont fait. Il y en a qui ont essayé de fournir des instruments de mesure pour chacune des capacités qu'il a nommées intelligence. Et il a trouvé que globalement, elles étaient toutes corrélées positivement entre elles et que du coup, elles ne remettaient pas du tout en cause l'idée d'un facteur général de l'intelligence. Donc finalement, voilà, tout ce qu'a fait Gardner, c'est nommer des capacités cognitives déjà connues comme étant des intelligences. Mais ça n'a rien changé du tout à la compréhension scientifique de l'intelligence. Et malgré tout, c'est une théorie qui reste populaire, notamment dans le milieu de l'enseignement, et j'ai tendance à dire que c'est sans doute son aspect un petit peu démagogique. Ça permet aux gens de dire « Ah, peut-être quelqu'un n'a pas un QI très élevé, mais chacun est intelligent à sa manière, et à force de donner des noms à plein d'intelligences différentes, on va bien arriver à plier sur une dimension ou sur une autre. » En même temps, ça correspond exactement au profil cognitif que je vous montrais tout à l'heure, où effectivement chacun peut avoir ses forces et ses faiblesses, il n'y a aucun doute là-dessus. Ok, cela dit, une critique potentielle que Gardner a soulevée avec sa théorie des intelligences multiples, mais qui avait été déjà soulevée avant lui, c'était de dire, bon, mais peut-être quand même que ces batteries de tests d'intelligence, elles ne mesurent qu'une partie de l'intelligence. En tout cas, elles ne mesurent pas toutes les capacités cognitives, parce que dans ce cas, il faudrait une centaine de tests, mais elles en mesurent que certaines. Donc là, en particulier, voilà, on peut dire dans les batteries de Wechsler, on mesure ces capacités cognitives-là, ce qui est déjà pas mal, et elles n'ont pas été choisies au hasard, elles ont été choisies parce qu'elles sont particulièrement importantes dans la vie. Mais on est d'accord que tout n'est pas mesuré. Donc voici une liste de compétences cognitives qui ne sont pas vraiment directement mesurées dans les batteries de tests d'intelligence habituelles. Donc par exemple, on mesure peu les capacités motrices, les capacités sensorielles, on mesure peu la cognition sociale, on ne mesure pas les émotions, on ne mesure pas la créativité, on ne mesure pas l'humour, on ne mesure pas les talents artistiques, etc. Donc c'est vrai que tout ça, ça manque. Ça manque. Et ça serait intéressant en fait de concevoir des batteries de tests d'intelligence qui couvrent un petit peu tout ça. Mais cela dit, des évaluations de ces dimensions existent aussi, et la plupart sont à nouveau corrélées aux autres capacités cognitives et aux facteurs G. Donc on peut être d'accord sur le fait que les batteries de tests d'intelligence ne capturent pas tout ce qu'est capable de faire un cerveau humain. Ça capture une partie, mais ça capture une partie des capacités cognitives qui sont quand même particulièrement importantes, et en particulier particulièrement importantes pour certains aspects de la vie. Par exemple, la scolarité, les études.
parce que vous vous souvenez, enfin je ne vous l'ai pas dit, je n'ai pas fait tout l'historique, mais Binet et Simon, quand ils ont inventé les premiers tests d'intelligence en 1910, leur but c'était d'évaluer l'intelligence, enfin le potentiel scolaire des enfants. Donc effectivement, ils ont choisi les tests qui semblaient être pertinents pour les tâches scolaires. Ok, donc effectivement, on ne mesure pas tout, mais on mesure quand même pas mal de choses et on les mesure bien. Alors ensuite, la question est de savoir, bon mais finalement, si l'intelligence générale quantifiée par les scores de QI est une mesure vraiment intéressante et valide et pertinente, alors elle doit avoir une validité externe, c'est-à-dire qu'elle doit être capable de prédire des choses que nous considérons importantes dans la vie. Bon ben regardons. Alors, est-ce qu'elle prédit les résultats scolaires? Donc là, oui, la conclusion est claire et forte. Les scores d'intelligence prédisent bien les résultats scolaires. Là, je vous le montre dans 4 cohortes différentes. Et vous voyez, à chaque fois, on a une belle corrélation, donc de l'ordre de 0,5. Donc, clairement, à l'origine, les tests d'intelligence ont été conçus pour ça, pour prédire la performance scolaire. Depuis, ils ont acquis bien d'autres objectifs, mais ils gardent quand même ce noyau dur. Ils sondent des capacités cognitives qui sont notamment utiles dans les apprentissages scolaires, et donc c'est pas étonnant qu'ils conservent cette qualité de bien prédire la réussite scolaire. Mais au-delà des résultats scolaires, est-ce que ça prédit quelque chose, le QI? Ça prédit d'autres choses, alors après évidemment plus faiblement. Par exemple, ça prédit dans une certaine mesure les revenus. Et là, pareil, je vous le montre dans 4 bases de données, dans 4 populations différentes. Alors bon, ce sont des corrélations qui sont déjà beaucoup plus faibles, ce qui est parfaitement normal. Pourquoi est-ce que les scores d'intelligence pourraient prédire le revenu? Du fait de la corrélation précédente, parce qu'ils prédisent la performance scolaire, qui prédit le niveau d'études qu'on va atteindre, et évidemment le niveau d'études qu'on atteint, ça donne accès à différents types de professions qui ont différents types de rémunération. Et évidemment, plus on atteint un niveau de diplôme élevé, plus on peut prétendre à un niveau de rémunération élevé, sauf les chercheurs, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et donc, du coup, de manière indirecte, évidemment l'intelligence n'est pas là pour le revenu, mais de manière indirecte, via l'éducation, finalement, l'intelligence prédit aussi, dans une certaine mesure, le niveau de revenu. Est-ce qu'elle prédit autre chose d'intéressant? Ouais, en fait, elle prédit la santé, et elle prédit l'espérance de vie. Donc là, je vous montre sur l'espérance de vie. C'est basé sur une cohorte suédoise. Donc les Suédois, ils font de l'épidémiologie sur l'ensemble de la population. Tout le monde est fiché. Donc là, ils avaient 1 million de Suédois qui avaient été testés à 18 ans à l'entrée au service militaire. Et puis, on a regardé leurs données 20 ans plus tard. Donc sur ces 20 ans, il y en avait 15 000 sur 1 million qui étaient morts. Et on a regardé le lien avec le QI qui avait été mesuré à 18 ans. Et donc là, vous voyez le taux de mortalité en fonction des déciles de score de QI. Donc ici, au numéro 1, vous avez le taux de mortalité des 10% de Suédois qui avaient le QI plus faible. Et là, sous la barre 9, alors oui, il y en a 9, il n'y en a pas 10, mais là, c'est les 11% de Suédois qui avaient le score de QI le plus élevé. Et donc, vous voyez qu'il y a une belle relation linéaire. Plus on a une intelligence élevée, et moins on a de risque de mourir entre 18 et 38 ans. Ce qui, en soi, n'est pas très étonnant, finalement, parce que de quoi on meurt entre 18 et 38 ans? On meurt beaucoup d'accidents. Et donc, forcément, les gens plus intelligents sont plus éduqués. Ils sont mieux informés des différents types de risques, ils sont peut-être un peu plus prudents, ils font peut-être plus attention à leur santé, voilà, et du coup, ils vont éviter un certain nombre de risques qui peuvent être létaux par accident à un jeune âge. Mais bon, on peut regarder tous les indicateurs de santé à tous les âges de la vie et on va retrouver la même chose, qui est que plus votre intelligence est élevée, moins vous avez de maladies, en gros. De tous les types. Alors, encore une autre critique fréquente.
Le QI, alors on dit toujours le QI ne prédit pas la réussite, donc on a déjà vu bon, le niveau scolaire, l'éducation, le revenu, donc déjà c'est pas tout à fait vrai, mais est-ce qu'il y aurait d'autres choses qui prédisent la réussite mieux que l'intelligence? La motivation par exemple, donc il y a des gens qui y croient très fort, mais qui ne savent pas que ça a été testé en fait dans pas mal d'études. Donc là je vous en montre une, c'est une méta-analyse de 74 études, donc c'est quand même pas rien, qui ont regardé la corrélation, donc qui ont mesuré chez les mêmes individus à la fois l'intelligence, la motivation et la réussite scolaire. Donc le lien entre intelligence et réussite scolaire, c'est une corrélation de 0,44, et entre motivation et réussite scolaire, c'est moins, c'est 0,27. Et en plus, il y a une part partagée entre ces deux corrélations, ce qui fait que si on prend tout ça en compte ensemble, dans un même modèle statistique, eh bien, on se rend compte que les scores d'intelligence prédisent à peu près 2/3 de la réussite scolaire, à eux tout seuls. La motivation prédit à peu près 1/6 de la réussite scolaire à elle toute seule. Et puis, il reste 1/6 des différences de réussite scolaire qui sont prédites de manière partagée par l'intelligence et la motivation sans qu'on arrive à les distinguer l'une de l'autre. Parce qu'évidemment, les élèves qui sont les plus intelligents sont aussi les plus motivés pour le travail scolaire, ce qui n'est pas très étonnant. Ou on peut dire les élèves les moins intelligents se démotivent rapidement du travail scolaire. Mais en tout cas, il y a une part partagée. Donc non, c'est pas vrai, la motivation ne prédit pas mieux la réussite scolaire. Et globalement, il n'y a aucun prédicteur qui soit meilleur que les scores d'intelligence. Donc ni la motivation, ni le quotient émotionnel. Donc qu'est-ce que c'est le quotient émotionnel? Donc ça vient de cette notion d'intelligence émotionnelle qui a été inventée dans les années 90 pour des bonnes raisons. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas cette composante de cognition sociale qui est évaluée dans les batteries de tests d'intelligence, donc c'est une lacune, et c'est important d'essayer de trouver des outils de mesure de l'intelligence sociale. Le problème, c'est que à ce jour, on n'a pas abouti à des instruments de mesure de l'intelligence sociale très satisfaisantes. Et donc la mesure la plus populaire, c'est celle qui a été inventée par Goldman, qui était un journaliste à l'origine, qui a inventé le quotient émotionnel, et qui n'est même pas un test de compétence sociale, c'est juste un questionnaire auquel vous répondez, où vous dites « Ah, moi dans ces circonstances, je fais comme ci ou comme ça ». Donc c'est plutôt comme une mesure de perte de trait de personnalité. Et en fait, dont il s'avère que si on mesure le quotient émotionnel à la Goldman, finalement, ça ne prédit rien de plus que d'avoir mesuré le QI et d'avoir mesuré la personnalité. Par ailleurs, ce que dit Goldman, il a écrit ça et c'est souvent répété, il dit le QI prédit moins de 20% du succès professionnel et le QE plus de 80%. Donc évidemment, déjà, la première partie est fausse, on l'a vu dans les diapos précédentes. Mais en fait, il a sorti ça du chapeau sur la base de rien du tout. Il n'y a aucune étude qui montre ça. Donc voilà, ça fait partie malheureusement des légendes urbaines qui continuent à être répétées, à circuler, parce qu'il y a des gens qui trouvent intelligent finalement de dire que l'intelligence ne prédit rien, alors que, en fait, si, et il n'y a pas de données pour contredire cette affirmation. Donc si on veut conclure un petit peu sur cette partie, l'intelligence c'est n'importe quoi, en fait les batteries de tests d'intelligence c'est un simple instrument de mesure, il faut en avoir conscience, donc c'est comme un mètre en fait, ou un thermomètre. Tout instrument de mesure a une précision limitée, c'est pas absolu, et puis évidemment ça a un certain domaine de validité et des conditions d'utilisation qu'il faut respecter. Mais moyennant quoi, si on les respecte, eh bien on peut avoir une estimation fiable de l'intelligence générale, et là on parle bien du concept technique tel qu'il a été défini par Spearman, et cette mesure-là, cette estimation a bien une pertinence dans la vie réelle. Mais évidemment, ce n'est pas pour autant un truc parfait et absolu qui décrit votre avenir gravé dans le marbre, évidemment, pas du tout. Mais quand même, c'est la mesure la plus fiable et la plus stable et la plus prédictive qu'on puisse faire chez un être humain. Et c'est déjà pas mal, et la plupart des autres mesures ne peuvent pas en dire autant. Alors, à partir de là, je vais aborder un certain nombre de lieux communs qu'on entend souvent autour de l'intelligence. Le premier, c'est cette idée selon laquelle les personnes qui ont une très haute intelligence auraient plus de problèmes que les autres. Alors, ça vient sous différentes formes. Je vais vous en montrer des exemples. Mais d'abord, de quoi parle-t-on? Donc, quand on parle des personnes qui sont surdouées ou à haut QI ou à haut potentiel intellectuel,
globalement, tout ça, ça veut dire la même chose, c'est les personnes qui ont un score qui est plus de 2 écarts types au-dessus de la moyenne. Donc, score de QI au-dessus de 130. Et ça fait à peu près 2 à 3% de la population. Okay, donc c'est de ça qu'on parle. Alors évidemment, il y a sûrement, enfin je le sais, qu'il y a des psychologues qui disent « Ah mais oui, mais ça c'est une définition trop limitative, il faut rajouter ceci, enlever cela, etc. » et qui font leur définition maison en fait. Et à partir de leur définition, ils font des observations qui sont cohérentes avec leur définition maison. Mais bon, c'est un peu circulaire, et leur définition maison n'ont pas de reconnaissance particulière, ni scientifique, ni internationale. Donc ça, c'est la seule définition qui fasse consensus international, c'est juste basé sur les scores de QI. Et alors, qu'est-ce qu'on dit sur ces personnes à haut QI? Ben, c'est terrible, ils auraient plus de maladies mentales, ils seraient en échec scolaire. Regardez-moi ça, 70% des surdoués sont en échec scolaire. Ça fait pas peur d'aller passer un test de QI, ça? Et ainsi de suite, enfin vraiment, ils ont tous les maux de la terre. Donc vraiment, on n'a pas envie que son enfant soit trop intelligent quand on lit tout ça. Hein. Comment c'est possible d'avoir toutes ces choses-là qui sortent dans les médias? Donc déjà, moi ça fait une dizaine d'années que je vois ces choses-là sortir dans les médias, et dès le début, mes collègues et moi, on a été très étonnés. Pourquoi on a été très étonnés? Ben parce que ça paraissait très peu plausible, étant donné toutes les connaissances qu'on avait déjà accumulées depuis 100 ans de recherche sur l'intelligence, qui montraient notamment ce que je vous ai montré, ces corrélations positives entre le QI et la réussite scolaire, entre le QI et la performance dans l'emploi, les revenus, l'espérance de vie, etc. En gros, toutes les choses positives dans la vie sont corrélées positivement avec le QI. Donc comment c'est possible que les gens qui auraient un QI encore plus haut que les autres, tout d'un coup, patatras, ça s'effondrerait? Ça ne paraît pas hyper plausible. Alors, pourquoi finalement est-ce qu'on voit autant de telles affirmations? Je pense qu'il y a un certain nombre d'explications possibles qu'on a même pu vérifier. Donc d'abord, c'est que toute la population ne passe pas un test de QI en fait. Les seuls qui passent un test de QI sont des gens qui vont consulter le psychologue ou le psychiatre parce qu'ils ont une bonne raison de le faire, et ça va conduire à la passation d'une matrice test et à l'obtention d'un score. Mais la plupart d'entre nous, je pense qu'ici dans cette salle, la plupart d'entre nous ne sommes jamais allés chez un psychologue passer un test de QI, et nous ne connaissons donc pas notre score. Et donc en fait, les seules personnes qui ont un score, c'est déjà les personnes qui avaient une bonne raison d'aller consulter un psychologue ou un psychiatre. Et donc forcément, parmi les personnes qui ont une bonne raison d'aller consulter un psychologue ou un psychiatre, il va y avoir une surreprésentation de gens qui ont des troubles psychologiques ou psychiatriques. Ça coule de source. Donc du coup, les personnes qui connaissent leur score de QI ne sont pas du tout représentatives de la population qui ont un haut score de QI. Parfois, donc c'est ce qu'on appelle un biais d'échantillonnage, si vous voulez. Si on se fie à la représentation qu'en ont les psychiatres et les psychologues, oui, parce que ce que j'ai oublié de préciser, c'est que ce genre de rumeurs sur les malheurs des hauts QI, ça vient beaucoup de certains psychiatres et psychologues. Et donc eux, en fait, ils ne mentent pas, ils parlent juste de ce qu'ils voient dans leur consultation. Mais ça ne décrit que leur consultation, ça ne décrit pas l'ensemble des personnes à haut QI. Alors pareil, on entend ce genre de propos de la part d'associations qui regroupent des personnes à haut QI. Mais c'est pareil, la plupart des personnes à haut QI n'ont jamais passé de test et ne se regroupent pas dans des associations de personnes à haut QI. Les personnes qui ont fait la démarche de passer un test et de se regrouper dans une association de personnes à haut QI l'ont fait aussi pour des bonnes raisons. Peut-être parce qu'ils n'avaient pas les relations sociales qu'ils estimaient être en droit d'avoir en dehors de ces associations. Je ne sais pas, il peut y avoir plein de motivations différentes. Bon, et après, il y a des explications potentiellement historiques, le mythe du génie fou, ou encore, ce que j'appellerais, moi, c'est mon hypothèse à moi, le sophisme du monde juste. C'est l'idée qu'on n'aime pas les gens trop parfaits. Alors on se dit, alors si lui, il est plus intelligent que les autres, et puis il a le plus haut diplôme, et puis il a le plus haut revenu, et puis il a la plus belle voiture, et la plus belle femme, ça serait vraiment trop injuste. Non, il doit être mal dans sa peau quand même. Et donc voilà, on aime bien que les choses soient justes, et on n'aime pas qu'il y ait des gens trop chanceux, ou des gens trop chanceux. Alors du coup, on s'imagine des histoires pour contredire ce genre de profil un peu trop chanceux. Et donc ce phénomène, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, ce phénomène il est connu et ça s'appelle le sophisme du monde juste. Ben, je pense que ce sophisme du monde juste, il peut en partie expliquer pourquoi beaucoup de gens ont envie de croire que les surdoués, ils n'ont pas toutes ces chances finalement.
Mais en réalité, voilà, finalement, la plupart des personnes qui ont vraiment une intelligence très supérieure à la moyenne, en fait, ces personnes-là, la plupart ne consulteront jamais un psy, elles ne passeront jamais un test de QI, elles adhéreront jamais à une association de personnes à haut QI, elles seront jamais reconnues comme telles, et elles parleront jamais de ce que c'est que d'être un haut QI. Donc voilà, c'est juste pour prendre conscience que tout le discours sur ce sujet-là est complètement biaisé par la toute petite fraction des personnes à haut QI qui ont passé un test. Alors, regardons quand même. Hein, là, je vous ai fait un argument théorique pour lequel il ne faut pas trop accorder notre confiance aux personnes qui diffusent ces rumeurs. Et bon, en même temps, on a aussi des données, alors allons regarder dans les données. Donc, est-ce que les hauts QI sont en échec scolaire? On a vu le Figaro, 70% sont en échec scolaire. C'est plausible ça? Je vous remontre des données de corrélation entre les scores de QI. Donc là, c'est sur une cohorte de 35 000 élèves français, donc ça marche aussi en France. QI mesuré en 6e et note au brevet des collèges, donc fin de 3e. Vous voyez la jolie corrélation. Alors donc, ça réplique à nouveau le résultat général selon lequel le QI prédit la réussite scolaire. Mais on pourrait se dire, ah oui, mais en fait, les hauts QI, comme ils ont un problème, eux, ils vont avoir des scores plus bas et donc cette belle corrélation linéaire, paf, ça va s'effondrer. Mais non, en fait, quand on regarde, non. Les élèves à haut QI en 6e, ils ont des très bonnes notes au brevet des collèges, ils ont 4 points de plus de moyenne que les élèves à QI normal, donc c'est pas du tout vrai qu'ils sont en échec scolaire. Et on a même les données, hein, tout ça, ça vient du ministère de l'Éducation nationale, on a les données de leur devenir en seconde, en première et jusqu'au bac, et ils réussissent bien mieux que les autres, bien entendu. On a regardé les troubles mentaux chez les personnes à haut QI, à la fois chez l'enfant et chez l'adulte. Là, je vous montre la première étude qu'on a faite sur les enfants, dans la cohorte EDEN, qui est une cohorte française. Donc pareil, ils ont passé un test de QI à 5 ans et demi. Ils ont passé, donc on a identifié les élèves à haut QI. Ils ont passé un certain nombre d'échelles diagnostiques des troubles psychologiques. On a comparé entre les hauts QI et les QI normaux et on a trouvé qu'il n'y avait aucune différence en termes de symptômes émotionnels, de troubles du comportement, de symptômes de troubles déficit de l'attention avec hyperactivité ou de problèmes relationnels. Donc dans cette première étude qu'on a conduite sur les hauts QI, chez l'enfant, on a confirmé aucune de ces hypothèses. Dans une autre étude, basée sur des données de l'éducation nationale, on a calculé la prévalence de la dyslexie chez 35 000 élèves. Et on l'a, comme on avait aussi les scores de QI, on l'a regardé de manière comparée entre les hauts QI et les normaux QI. Donc là, de manière générale, dans cette population, selon certains critères diagnostiques, on avait trouvé 3,5% d'élèves dyslexiques en 6e. Et chez les hauts QI, 0,4%. Donc 7 fois moins. Donc voilà, 8 fois moins. Donc vous voyez, à nouveau, sur la dyslexie, les hauts QI sont moins à risque que les autres. Parfois on nous dit, ah non, peut-être pas la dyslexie, mais le TDAH. Ok, regardons le TDAH. Donc là, c'est pas moi qui ai fait l'étude, c'est des collègues, je ne sais plus de quel pays, on va voir la référence. Donc là, c'est pareil. Ah si, ça c'est dans EDEN, pardon. Je pensais que j'allais vous montrer une autre étude. Donc pareil, dans EDEN, on a regardé les scores de TDAH, et en fait, pardon, voilà, j'en relis les choses bien. Donc on a comparé les symptômes de TDAH entre les élèves à faible QI, à QI moyen et à haut QI, et vous voyez qu'il y a plus de symptômes chez les bas QI et moins de symptômes chez les hauts QI. Donc là, à nouveau, ça s'avère faux. Et en fait, quand on regarde la distribution des scores de QI entre ceux qui ont un TDAH en rouge et ceux qui n'ont pas de TDAH en bleu, en fait, les élèves avec TDAH ont des scores plutôt un peu plus faibles que la moyenne. Et donc, c'est pas étonnant qu'on en retrouve moins là dans la queue supérieure de la distribution. Donc, pas plus de TDAH chez les hauts QI. On a fait 5 études successives sur les hauts QI pour vraiment finir d'en avoir le cœur net. Là, on a terminé avec celle-là sur la cohorte biomédicale anglaise UK Biobank, qui est la plus grande cohorte biomédicale au monde, 500 000 personnes. On a calculé des scores de QI chez 260 000 de ces personnes. Et parmi ces 260 000, on a identifié 16 000 personnes à haut QI. Ce qui, je crois, en fait la plus grande étude au monde sur les personnes à haut QI. Et comme on a aussi tous les diagnostics psychiatriques de ces personnes-là, on a regardé, on a comparé entre haut QI et bas QI. Et puis on a aussi plein d'autres choses sur ces personnes. Et donc si on regarde, donc c'est la prévalence à la fois de troubles et de situations et de différentes choses comparées entre les personnes à QI moyen en bleu et les personnes à haut QI en orange.
Donc là, il se trouve que les personnes, et quand c'est significativement différent, il y a une étoile. Donc là, il y a une différence une différence statistiquement significative, mais qui est plutôt dans le bon sens pour les OQI. Les OQI souffrent significativement moins d'isolation sociale que les personnes à QI normales. Elles ont également moins de stress post-traumatique que les personnes à QI normales. Et sur tous les autres traits, là, vous voyez aucune différence. Elles n'ont pas plus d'alcoolisme, pas plus de solitude, pas plus de troubles alimentaires, pas plus de troubles bipolaires, pas plus de troubles obsessionnels compulsifs, pas plus d'anorexie, pas plus de schizophrénie. Si on regarde des choses un petit peu plus fréquentes, elles n'ont pas plus d'insomnie, pas plus de dépression, pas plus d'auto-agression. Les seules choses qu'elles ont un petit peu en plus des normaux QI, c'est la myopie et certaines allergies. Et ça peut sembler un peu bizarre et inexplicable, mais ce n'est pas la première fois que ça a été trouvé, c'est déjà une réplication de résultats antérieurs. Si vous posez la question, je peux essayer de l'expliquer, mais on ne l'explique que partiellement. Et sur les troubles anxieux, ils en ont moins que les autres. Si on regarde un trait de personnalité qui est lié à la santé mentale, qui est le névrosisme, qui est en gros l'instabilité émotionnelle, les personnes à OQI en orange sont plus nombreuses à être très stables émotionnellement et moins nombreuses à être très instables émotionnellement. Si on regarde des mesures de bien-être ou de satisfaction par rapport à la vie, où là, à la fin de suicide, là c'est à nouveau basé sur la cohorte suédoise, vous voyez que les personnes à haut QI se suicident moins que les personnes à faible QI. Donc c'est sans doute qu'elles sont plutôt moins malheureuses aussi. Donc quelle que soit la dimension qu'on prend, que ce soit du bien-être, de la réussite ou que ce soit des troubles mentaux, eh bien, les hauts QI, globalement, s'en tirent mieux que les autres. Donc, en particulier sur la réussite scolaire et professionnelle, et sur les maladies et les troubles mentaux. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, évidemment, être surdoué ne vaccine pas contre les problèmes et les maladies. Les surdoués aussi tombent malades des fois, et puis ils finissent aussi par mourir, vous savez. Donc, je ne dis pas que les personnes surdouées et malheureuses n'existent pas. Bien sûr, elles existent, et si elles ont des problèmes, il faut s'occuper de leurs problèmes. Simplement, statistiquement, elles ont moins de problèmes que les autres. Voilà, donc il faut arrêter de dire qu'elles en ont plus. Ok, alors, pour continuer dans les sujets controversés, et puis peut-être on terminera avec ça, on va parler, finalement, l'intelligence c'est bien, mais ça vient d'où? Est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis? Il faut regarder les données, plutôt que d'avoir une opinion préconçue là-dessus. Donc on va regarder les données en faveur de facteurs génétiques, et puis après on va regarder les données en faveur de facteurs environnementaux. Mais évidemment, ça n'empêche pas les gens d'avoir des opinions très tranchées là-dessus. Bon, là j'en montre deux exemples, mais peu importe. Donc comment est-ce qu'on sait, comment est-ce qu'on fait finalement pour essayer de déterminer s'il y a des facteurs génétiques impliqués, des facteurs environnementaux impliqués? Historiquement, les premières hypothèses qu'on a faites là-dessus, c'est venu de la ressemblance entre parents et enfants. Donc, on sait que les enfants ont tendance à ressembler à leurs parents. C'est vrai sur les traits physiques, comme la taille et sur plein d'autres choses, mais c'est vrai aussi pour les traits cognitifs. Donc là, vous voyez la corrélation entre le QI d'enfants et le QI de leurs parents. Et vous voyez, la corrélation, elle est assez forte. C'est le QI des parents et le QI des enfants, mais peu importe, c'est la même. Ok, donc ça c'est intéressant. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on tire comme conclusion là-dessus? Est-ce que ça reflète une transmission génétique des parents aux enfants? Peut-être, mais on ne peut pas le conclure à ce stade. Parce que, évidemment, les parents ne transmettent pas que leur génome à leurs enfants, ils leur façonnent aussi un environnement familial et social. Donc, l'environnement familial et social pourrait tout à fait aussi bien expliquer cette corrélation. Donc en soi, elle ne permet pas de conclure. Mais on sent bien qu'il y a un truc à creuser là. Et donc pour arriver à creuser au-delà de cette simple corrélation, eh bien, il va falloir essayer de trouver des situations qui permettent de découpler les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux, qui là sont confondus dans cette situation de simple similarité entre parents et enfants. Alors il y a différentes manières de découpler les facteurs génétiques et environnementaux. Une manière intéressante, ça serait par exemple de regarder la similarité entre parents et enfants adoptifs. Parce que parents et enfants adoptifs, ils partagent un même environnement, en tout cas les parents fournissent un certain environnement aux enfants, ça va sûrement influencer leur intelligence, mais ils ne leur fournissent pas, ils ne leur transmettent pas le génome. Donc on ne devrait pas avoir la part de transmission génétique.
Et donc quand on regarde les corrélations de QI entre parents et enfants adoptifs, voilà ce qu'on trouve. Il y a encore une corrélation qui est non nulle, qui est statistiquement significative, mais comme vous voyez aussi, elle est beaucoup plus faible. Donc maintenant qu'on a ces deux situations, on peut les comparer et en conclure que comme les deux corrélations sont différentes, il y a bien une part de similarité qui est transmise génétiquement, mais comme cette corrélation n'est pas nulle, il y a aussi bien une part de similarité qui est transmise de manière purement environnementale. Donc ça, c'est une approche possible, l'approche par les études d'adoption. Il y en a d'autres. En fait, on peut regarder les corrélations des scores de QI entre toutes les paires possibles d'apparentés qui ont tous les niveaux possibles de similarité génétique et aussi tous les niveaux possibles de partage des facteurs environnementaux. Et donc là, je vous montre une diapo qui résume le tout. Donc là, vous voyez toutes les paires d'apparentés possibles et la corrélation des scores de QI au sein de chaque paire. Donc vous ne serez pas surpris d'apprendre que les apparentés qui se ressemblent le plus en termes de score de QI, ce sont les jumeaux monozygotes élevés ensemble. Monozygotes, ils sont génétiquement identiques, en plus ils sont élevés ensemble, donc exposés quasiment aux mêmes facteurs environnementaux. Évidemment, ils ne peuvent pas être très différents, même si évidemment chacun a sa vie. Et donc voilà, corrélation de 0,85, c'est le plus qu'on connaisse. En revanche, si les jumeaux monozygotes sont séparés à la naissance et élevés dans des familles adoptives différentes, il y a des grandes études là-dessus aux États-Unis, ils sont encore très très similaires. Donc il y a bien quelque chose de génétique qui participe à leur similarité, mais ils le sont moins que s'ils avaient été élevés ensemble. Donc il y a bien quelque chose d'environnemental. Si les jumeaux qui sont élevés ensemble ne sont pas monozygotes, mais sont dizygotes, c'est-à-dire qu'ils ne partagent plus que 50% de leur similarité génétique, alors ils sont moins similaires que les jumeaux monozygotes élevés ensemble. Donc là aussi, la différence entre ces deux barres, ça vous dit quelque chose sur l'effet génétique. Et historiquement, la comparaison des jumeaux monozygotes et dizygotes a été le principal instrument pour estimer la part des facteurs génétiques, ce qu'on appelle l'héritabilité. Mais ce n'est pas la seule situation, on peut regarder plein d'autres situations, des corrélations entre parents et enfants, ensemble ou pas ensemble, adoptés, biologique ou pas biologique, etc. Et on voit que globalement, effectivement, les corrélations entre les différentes paires d'apparentés varient. Et en fait, on peut fitter un modèle statistique à travers toutes ces données pour essayer d'estimer voilà, quelle est la part des facteurs génétiques qui expliquent ces différences, quelle est la part des facteurs environnementaux qui expliquent ces différences. Et on aboutit à une estimation d'à peu près 50-50. Okay. Donc on estime ce qu'on appelle l'héritabilité, c'est-à-dire la proportion des différences individuelles qui est expliquée par des différences génétiques. On aboutit à 50%, ce qui laisse à peu près 50% aux facteurs environnementaux. Donc voilà ce que disent les études d'apparenté globalement. Là, je vous le remontre sur un autre graphique. Vous voyez l'héritabilité, donc la proportion de facteurs génétiques pour le facteur G, intelligence générale, l'intelligence non verbale, l'intelligence verbale, les scores de langage, les scores de mathématiques, les scores de lecture, et aussi pour la taille et le poids, pour faire bonne figure, on voit que c'est plus héritable que les traits cognitifs. Donc, il faut aussi savoir que les études de jumeaux en particulier ont été très critiquées. Donc c'est intéressant de voir que ce n'est pas que les études de jumeaux qui montrent ça, c'est aussi les études d'adoption et d'autres apparentés. Malgré tout, pendant longtemps, toutes ces études d'héritabilité, tout ce qu'elles ont dit, c'est il y a des facteurs génétiques. Bon, c'est bien gentil, mais on a envie de savoir, oui d'accord, mais lesquels et comment ils font. Et ça, pendant longtemps, ça a été inaccessible. C'est devenu accessible à partir des années 2000 grâce au séquençage du génome humain, au progrès de la biologie moléculaire et la possibilité de faire des analyses génétiques sur tout un chacun. Et donc ça aboutit à ce qu'on a appelé l'approche GCTA. Donc maintenant, ce sont les études génomiques, génome entier. Donc GCTA, c'est les études d'association génome entier sur des traits complexes. Et donc le principe, donc pour estimer l'héritabilité par l'approche GCTA, l'idée c'est d'avoir une grande population sur lesquelles on a à la fois l'ADN et des analyses génétiques, et puis les phénotypes qui nous intéressent, le QI ou autre chose. Et puis, à partir des tests génétiques, on peut estimer la similarité entre deux individus. On pourrait le faire dans cette salle, et on prend entre moi et vous, entre moi et vous, entre moi et vous, et il se trouve que par hasard, par pur hasard, puisqu'on n'est pas apparenté a priori, jusqu'à preuve du contraire, par pur hasard, il va être plus similaire à certaines personnes qu'à d'autres. Okay ?
Et donc après, on regarde dans quelle mesure est-ce que ma plus grande similarité avec certains d'entre vous fait que nos scores de QI se ressemblent plus aussi. D'accord? Et donc une fois qu'on fait ça, eh ben, on a une nouvelle méthode pour estimer la part des facteurs génétiques, pour estimer l'héritabilité du QI ou d'autres choses, mais qui, vous voyez, est basée sur des hypothèses et des méthodes complètement différentes de celles des études de jumeaux. Donc je vous remontre les héritabilités qui sortent des études de jumeaux et je vous montre les héritabilités qui sortent des nouvelles études GCTA basées sur l'analyse du génome. Et vous voyez que les héritabilités, ces estimations d'héritabilité ne sont pas tout à fait identiques, elles sont globalement plus faibles dans les études GCTA, mais elles sont globalement cohérentes avec celles qu'on avait déjà dans les études de jumeaux. Et notez qu'elles sont plus faibles aussi pour la taille et pour le poids, donc ce n'est pas quelque chose qui est spécifique aux traits cognitifs. Mais donc, c'est quand même une bonne nouvelle, parce que toutes ces études de jumeaux qui avaient été très critiquées, finalement, on voit que par une approche totalement indépendante, des données complètement différentes, des méthodes complètement différentes, on arrive quand même à confirmer que tous ces traits qu'on disait héritables le sont bien. Et donc, voilà, on a des estimations différentes. On peut considérer que les études de jumeaux, ça fournisse une borne supérieure, et les études GCTA, ça fournit une borne inférieure aux estimations d'héritabilité. Et maintenant, évidemment, on peut aller plus loin, puisqu'on a analysé l'ADN sur le génome entier. On peut aller chercher, identifier les variations génétiques, ce qu'on appelle les polymorphismes ou les SNP, les variations génétiques dans chaque point du génome qui sont associées statistiquement avec des différences de QI. Pendant longtemps, donc pendant la première décennie des années 2000, on cherchait, on ne trouvait pas. Et puis, on a augmenté la taille des effectifs, des populations qui ont été analysées, et puis à partir d'un certain effectif, vous voyez là on est à 270 000 personnes, on commence à avoir des résultats statistiquement significatifs. Donc pendant longtemps on a dit mais il n'y a pas de gène du QI, on ne trouve rien, il n'y a aucun gène associé à l'intelligence. Bon voilà, dans cette étude de 2018, on trouve 225 variations génétiques qui sont associées à l'intelligence et qui en expliquent à peu près 20 à 25%. Donc c'est pas mal, on est en chemin. Qu'est-ce que je vous montre ici? Oui, peu importe, on va sauter ça. Mais évidemment, ça n'est que le début de l'histoire. Ce qui est certain, c'est que les idées anciennes et naïves selon lesquelles on trouverait le gène de l'intelligence, ça c'est clair qu'on y a renoncé depuis longtemps. Depuis en gros le séquençage du génome humain, on sait qu'on ne va pas le trouver, le gène de l'intelligence, parce qu'il n'existe pas. En revanche, il existe plein de gènes, des centaines probablement, ou des milliers, dont des variations peuvent être associées à des différences d'intelligence. On le sait déjà pour les mutations rares qui engendrent des déficiences intellectuelles. On connaît déjà plus de 1000 gènes dont des mutations rares peuvent engendrer des déficiences intellectuelles. Et puis voilà, il y a des variations plus fréquentes qui vont avoir des effets plus petits sur les scores de QI. C'est pour ça qu'on a besoin de populations aussi grandes pour détecter ces effets, c'est parce que ce sont des effets tout petits. Et donc, d'un point de vue statistique, il faut des très grandes populations. Donc, on n'a pas de gène de l'intelligence, on n'a pas un gène de l'intelligence, mais on en a plein qui participent à faire varier les scores d'intelligence. Donc maintenant, on peut vraiment dire qu'il est incontestable que les différences génétiques jouent un rôle dans les différences d'intelligence générale, et on reste sur cette estimation de 50%, même si vous préférez 25%, c'est pas grave, on est quelque part entre les deux. Mais évidemment, dans tous les cas, que l'on dise 25 ou 50% ou même 80%, c'est pas 100%. Donc de toute façon, ces influences génétiques ne sont pas les seules à l'œuvre, il y a aussi autre chose. Et donc pour terminer, on va parler des facteurs environnementaux, forcément le complément. Donc, on en connaît déjà pas mal, en fait, des facteurs environnementaux qui ont un effet sur le développement de l'intelligence chez l'enfant, et souvent on connaît les effets les plus délétères, mais pas seulement. Donc, on connaît par exemple un certain nombre de médicaments qui, lorsqu'ils sont pris par la femme enceinte, vont avoir un effet sur le développement du cerveau du fœtus, et ça va se matérialiser à la fin par des scores de QI de l'enfant qui sont nettement diminués. Donc, bon, je vous ai mis un certain nombre de médicaments ici, mais peu importe. Ça peut être aussi des infections qui sont contractées par la femme enceinte. Vous savez bien qu'il faut faire attention à la rubéole, à la toxoplasmose, au cytomégalovirus, et c'est pour ça qu'ils sont dépistés en début de grossesse. Et puis on sait aussi que l'exposition à des drogues de la femme enceinte peut avoir un effet sur le fœtus. Donc voilà, il faut faire attention, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre de drogue pendant la grossesse. Ça aussi, ça a un effet sur le QI du fœtus. Donc voilà.
Ce n'est pas forcément les facteurs environnementaux que vous attendiez, mais c'est important dans les facteurs environnementaux, il ne faut pas oublier l'environnement biologique et prénatal, il est important. Et puis il y a des facteurs, on va dire périnataux, donc qui se situent aux alentours de la naissance, donc l'âge gestationnel, est-ce que l'enfant est né à terme ou pas? Plus il est pré-terme et plus il a de risques de perdre des points de QI, plus il est né petit, notamment petit pour son terme, et plus il risque de perdre des points de QI. S'il y a des accidents à la naissance, et si, donc vous voyez, ça arrive que des nouveau-nés, il manque un petit peu d'oxygène à la naissance parce que l'accouchement est un petit peu trop long, etc., ben là aussi, ça peut faire baisser les scores de QI. Voilà, et puis il y a des facteurs qui sont plus complexes, plus globaux, donc on sait qu'il y a une corrélation entre donc ce qu'on appelle le niveau socio-économique de la famille, en gros c'est le niveau d'éducation des parents, le niveau de revenu du foyer, et puis les catégories socio-professionnelles des parents, et on agrège tout ça dans un indicateur qu'on appelle le statut socio-économique. Eh bien on sait qu'il y a une corrélation entre le statut socio-économique des parents et le niveau de QI des enfants, ce qui n'est pas très surprenant évidemment. Il y a d'autres choses, la dépression maternelle, ça peut avoir un effet négatif, la taille de la fratrie, ça a un effet légèrement négatif, etc. Donc voilà, tout ça c'est des facteurs environnementaux dont on sait déjà qu'ils ont un effet sur le QI de l'enfant. Mais évidemment, s'il y en a un auquel on pense le plus, peut-être le premier auquel on devrait penser, bah, c'est l'éducation. Hein, c'est quand même comme ça qu'on augmente l'intelligence des enfants, en principe, c'est en les éduquant. Et donc là, éducation dans le sens scolarisation, en fait, puisque finalement la scolarisation, c'est l'industrialisation de l'éducation, ou en tout cas son caractère intensif. Et donc là aussi, évidemment, ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a des corrélations entre performance scolaire et intelligence, je vous en ai montré, entre niveau d'études atteint et intelligence. Le problème, c'est l'interprétation de ces corrélations. Est-ce que c'est les enfants les plus intelligents qui vont réussir le mieux? Ou est-ce que c'est les enfants qui réussissent le mieux ou qui font la plus longue scolarité qui deviennent les plus intelligents grâce à leur scolarisation? Le seul fait d'observer la corrélation ne vous dit pas quelle est la direction de la causalité. Et en fait, c'est pas si simple que ça d'établir la relation de la causalité parce que les deux sont toujours confondus. Et donc, là, ces collègues ont fait une méta-analyse d'études qui ont fait un effort particulier, avec une méthodologie particulière, pour essayer de déterminer le sens de la causalité entre la scolarisation et l'intelligence des enfants. Et en particulier, essayer de déterminer dans quelle mesure est-ce que la scolarisation a un effet causal sur l'augmentation des scores d'intelligence des enfants. Et donc, c'est une méta-analyse voilà, de 42 études sur 600 000 sujets, donc il y a de la donnée. Et donc les types d'études en question, c'est les suivantes. Donc il y a des analyses de régression. Donc vous voyez, on ne peut pas juste faire des corrélations entre nombre d'études et QI. Mais par contre, si on avait le QI mesuré avant que les élèves rentrent à l'école, alors dans ce cas, on peut faire un ajustement statistique et on peut poser la question de la corrélation entre le nombre d'années d'études et les changements de score de QI entre le début et la fin de la scolarité. Ça pourrait donner un premier indice d'un effet causal du nombre d'années de scolarité sur l'intelligence. Deuxième type d'étude, on regarde les effets de la durée de la scolarité obligatoire. Dans les pays industrialisés, la scolarité obligatoire a eu tendance à augmenter. C'est arrivé en France comme plein d'autres pays. Donc un jour, on décide que la scolarité obligatoire, ça va passer de 14 ans à 16 ans. Enfin, ou l'âge limite auquel on peut sortir du système scolaire, c'est passé de 14 à 16 ans. Et donc là, ce qui arrive, c'est que du jour au lendemain, enfin d'une année sur l'autre, eh bien, il y a toute une cohorte qui va faire 2 années de scolarité de plus que l'autre. Alors que ils sont pris dans la même population, ils n'ont pas changé génétiquement d'une année sur l'autre. Donc si vraiment tout d'un coup, la cohorte qui fait 2 ans de plus de scolarité que la précédente, ils ont gagné quelques points de QI, on a des bonnes raisons de penser que c'est vraiment l'effet spécifique de la scolarité. Et puis il y a une autre possibilité, c'est de regarder en fonction des âges d'entrée à l'école. Donc c'est pareil, l'âge d'entrée obligatoire à l'école, eh bien ça a pu varier et ça a tendance à diminuer. Donc en France, on était à 6 ans il n'y a pas longtemps, on est passé à 3 ans il y a quelques années. Mais bon, c'était déjà à peu près universel en France. Dans d'autres pays, ça a eu un effet beaucoup plus marqué. Mais donc même si on recule de 6 ans à 5 ans, tout d'un coup, il y a toute une cohorte d'enfants qui commencent leur scolarité 1 an plus tôt et qui du coup vont faire 1 an d'école de plus.
Donc là aussi, on peut regarder s'il y a un effet sur les scores de QI. Le résumé, c'est que les résultats entre les trois types d'études sont convergents et aboutissent à l'estimation du fait que faire une année de scolarité en plus, ça augmente le QI de l'enfant d'une quantité qui diffère un petit peu selon les études, qui est comprise entre 1 et 5 points de QI. Okay, mais on est sûr que c'est positif à travers les trois types d'études. Donc on pourrait dire, voilà, en gros, on va faire une moyenne et on se dit, à chaque fois qu'on fait une année de scolarité de plus, on gagne 3 points de QI. L'équivalent de 3 points de QI, puisque c'est standardisé par rapport à l'âge, mais c'est en score brut. Donc c'est quand même intéressant. 3 points de QI, c'est un cinquième d'écart type, ça veut dire qu'en 5 années de scolarité, on a avancé d'un écart type par rapport à la population d'origine. Donc ça veut dire que la scolarisation, c'est un instrument phénoménal d'augmentation de l'intelligence des enfants. C'est important. Il y a d'autres circonstances qui peuvent faire progresser le QI des enfants, par exemple l'adoption. Les enfants qui sont adoptés, souvent, sont adoptés pour de bonnes raisons, donc ils viennent souvent de milieux très défavorisés, de circonstances très défavorables, et quand ils sont adoptés, en général, ils sont adoptés par des familles de niveau socio-économique bien supérieur à la famille d'origine. Et donc ça, on se dit, voilà, c'est une amélioration drastique de l'environnement de l'enfant, malgré le traumatisme de l'adoption. Donc ça aussi, ça pourrait avoir un effet sur le QI de l'enfant. Et ça en a un, donc là, vous voyez, c'est quand l'enfant est adopté entre 11 et 18 ans dans une famille de niveau socio-économique faible, même quand il est adopté dans une famille de niveau socio-économique faible, ça s'améliore et il gagne quelque chose comme 5 points de QI. S'il est adopté dans une famille de niveau socio-économique plus élevé, il peut gagner jusqu'à 15 points, et de niveau socio-économique très élevé, il peut gagner jusqu'à 20 points. Donc c'est considérable. Et ça, c'est quand il est adopté entre 11 et 18 ans, c'est-à-dire à un âge relativement tardif. S'il est adopté plus tôt, entre 4 et 6 ans, il peut gagner encore plus, jusqu'à 25 points de QI. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est juste le génome de l'enfant n'a pas changé, mais son environnement s'est amélioré de manière drastique, et bien là, il peut faire un énorme bond en avant. Donc ça, c'est une excellente preuve aussi de l'effet de facteurs environnementaux. Je vous montre la corrélation avec le niveau socio-économique de la famille, qui est donc là, c'est trois cohortes différentes, mais donc le résultat, vous pouvez regarder une seule cohorte. Donc là, le niveau socio-économique de la famille, là, le QI de l'enfant. Bon, plus on est dans une famille de niveau socio-économique élevé, et plus le QI va être élevé. Et donc ça, on peut sans doute attribuer ça à l'effet de l'environnement familial, de l'environnement cognitif que des parents plus ou moins éduqués vont fournir à leur enfant. C'est à nouveau pas très surprenant. Et donc l'important, c'est une fois qu'on a mis en relief tous ces facteurs environnementaux qui ont un effet sur l'intelligence, comme les gens ont tendance à raisonner de manière binaire, ils ont tendance à regarder ça et dire « Ah, mais vous voyez, c'est l'environnement familial ». Il n'y a pas besoin de choisir. Ça peut être à la fois les gènes et l'environnement. Et d'ailleurs, on en a bien la preuve. Donc voilà une étude. Allons, on dirait qu'on... Voilà une étude qui regarde conjointement les effets génétiques et les effets environnementaux. Donc là, vous voyez, on a réparti les enfants en 4 quartiles de revenus du père. Donc là, c'est les 25% qui ont le père avec les plus faibles revenus, les 25% avec le père qui ont le revenu le plus élevé. Et donc, évidemment, vous voyez que les barres augmentent en fonction du revenu du père. Donc, c'est à peu près le même effet que ce que je vous ai montré sur la diapo précédente. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a quantifié les prédispositions génétiques pour le QI de ces enfants par ADN, selon la méthode que je vous ai montrée précédemment. Et donc, vous voyez qu'au sein de chaque niveau de revenu du père, on a 4 quartiles de prédisposition génétique pour le QI. Et donc, à revenu parental égal, eh bien, ceux qui ont les meilleures prédispositions génétiques ont les scores les plus élevés. Et ça vaut dans chaque quartile de revenu du père. Donc là, en fait, on voit très bien la conjonction des effets environnementaux et des effets génétiques, et le fait que ils sont en gros simplement additifs. Et donc, peut-être pour terminer, je vous montre un dernier petit casse-tête conceptuel pour montrer à quel point cette intrication entre les facteurs génétiques et environnementaux est pas si simple que ça. Donc, on part du QI de l'enfant, on se dit
il est influencé par l'environnement de l'enfant, j'ai montré suffisamment de preuves de ça, et donc notamment par l'éducation des parents et le revenu des parents, qui est quelque chose qu'on compile en statut socio-économique. Okay, et on sait que la corrélation entre le statut socio-économique des parents et le QI de l'enfant est d'à peu près 0,3. Donc ça, évidemment, on a envie d'interpréter cette corrélation comme un effet causal de l'environnement fourni par les parents sur le développement cognitif de l'enfant. Ça paraît assez plausible, mais il faut faire un petit peu attention parce que ce n'est qu'une corrélation et il peut y avoir des facteurs confondus. Hein, les gens qui connaissent un petit peu la méthode ici savent qu'il faut toujours se méfier des facteurs confondus. Quel est le facteur confondu ici énorme? Ben, c'est le génome, évidemment. Pourquoi? Parce que le QI de l'enfant, il n'est pas influencé seulement par son environnement, mais il est influencé aussi par ses gènes, que les gènes de l'enfant, ils viennent des gènes des parents, et que les gènes des parents, ben, ils ont eu un effet sur le niveau d'intelligence des parents, et donc ils ont eu un effet sur leur niveau d'éducation et sur leur niveau de revenu. Donc en fait, ce niveau socio-économique des parents, il est influencé par les gènes des parents qui sont transmis aux enfants. Et du coup, on en arrive à trouver que le niveau socio-économique de la famille est lui-même héritable. Donc, d'un point de vue causal, ça veut dire qu'on a cette corrélation ici, on a envie de l'interpréter comme un effet causal environnemental, mais en fait, il y a un autre chemin causal possible qui passe par les gènes des parents et les gènes de l'enfant, et donc il faut se méfier dans l'estimation. Vous voyez, si on essaye d'estimer les effets environnementaux uniquement sur la base de cette corrélation, eh bien on risque de se tromper parce qu'on néglige ce facteur confondu qui est génétique. Et quand on se donne les moyens de mesurer ce facteur confondu génétique par les analyses d'ADN, eh bien on en arrive à trouver qu'à peu près 50% de cette corrélation est en fait transmise génétiquement et n'est pas un effet environnemental. Donc en fait, la moitié de la corrélation a une vraie causalité environnementale et l'autre moitié est en fait une causalité génétique. Ce qui peut être un petit peu perturbant parce que ça veut dire que même quand on mesure des variables de facteurs environnementaux dont on pense qu'elles reflètent des effets environnementaux, eh bien si on ne fait pas très attention, eh bien on peut être en train de mesurer au moins en partie des effets génétiques. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir garder en tête, que je pense tous les sociologues devraient découvrir, parce qu'ils n'en sont pas tous conscients, parce que ça affecte finalement les estimations qu'on fait et les conclusions qu'on tire. Donc voilà, pour conclure et pour terminer, il est incontestable que les différents environnements jouent un rôle dans les différences d'intelligence générale, on va dire à peu près 50%. Mais voilà, une fois qu'on a dit ça, ben, ça n'exclut pas le rôle des facteurs génétiques, les deux sont à l'œuvre. Il faut arrêter de raisonner de manière binaire, les choses sont soit innées, soit acquises, ben non, il y a les deux à la fois. Et en fait, c'est même encore un peu plus compliqué que ça, parce que les facteurs génétiques et environnementaux sont en partie confondus, et donc si on veut bien estimer les uns et les autres, eh bien, il faut mesurer les deux, et les estimer conjointement. Voilà, du coup ça peut les rendre difficiles à démêler. Et dans l'intérêt du temps, je vais arrêter là parce que j'ai déjà un petit peu dépassé. J'avais un dernier chapitre qui était est-ce que l'intelligence baisse, mais bon c'est pas grave, vous pourrez me poser la question rapidement, et je termine sur cette dernière diapo qui vous donne le lien vers mon blog où vous trouverez plein d'articles qui reprennent tous ces sujets. Voilà, je vous remercie pour votre attention.